Ok, impeccable. Alors, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette quatrième session des Office Hours du Polytech Data for Good. Comme à l'accoutumée, le record de la session en live n'a pas fonctionné, donc on l'a refait avec Paul qui a bien gentiment accepté de refaire sa présentation. Et du coup, aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur un projet passé Data for Good, sur les outils qu'ils ont mis en place, sur comment ils ont déployé leur projet sur Scaleway. Et du coup, Paul, je te laisse te présenter et puis nous présenter un peu le projet pour commencer. Merci pour l'intro, Paul. Du coup, Climat, c'est un projet qui date de 2022, qui a été centralisé quoi centralisé, qui a été lancé sur Data for Good, et notamment chapeauté par Estelle Rambier, voilà, que j'ai petit à petit remplacé sur le projet. C'est un projet qui est vraiment, qui a bien marché et qui a tellement bien marché qu'on là, on a une petite subvention de l'ADEME pour financer un peu plus le développement. Et le but ultime de Kotak Klima, c'est voilà, de faire un peu, de faire évoluer le traitement médiatique sur les enjeux écologiques au sens large. Et pour ça, en fait, on crée un observatoire. Voilà, ça fait du bien. On pose des chiffres sur des ressentis qui sont parfois un peu différents. Et on s'est dit, avec le Poltech de Data for Good, que ce projet-là, il ressemble en fait un peu à tous les autres, avec des petites variantes, c'est-à-dire que ça fait de la recherche dans le texte de mots-clés, ça fait des compteurs, ça fait de l'analyse un peu textuelle avec quelques algos voilà, de machine learning. Du coup, ça parle, je pense que ça parlera à pas mal de gens. Et en gros, là, l'objectif de la session, c'est de la faire très courte, mais de vous dire pourquoi dans l'accueil des nouveaux, des nouvelles, c'est super important d'avoir un Docker. On va en parler pendant 10 minutes. Ensuite, on parlera des petits outils BI, c'est-à-dire Business Intelligence, pour vraiment avoir vraiment donné l'accès à la donnée à toutes les personnes du projet facilement et rapidement avec un outil qui s'appelle Metabase. On aurait pu aussi très bien faire Superset. Et ensuite, on finira avec un petit outil qui change la donne, qui s'installe en 1 heure, qui sert à faire de la surveillance. C'est Sentry, mais on parlera aussi de son concurrent qui s'appelle Datadog. Et pour finir, bien sûr, c'était pas le dernier, c'était l'outil sur lequel on se base principalement pour déployer les applications. C'est Scaleway, un hébergeur français qu'on recommande chaudement à Data for Good. Voilà. Si Paul, tu veux peut-être mettre un petit mot, n'hésite pas, mais sinon je peux enchaîner avec quelques slides. Yes, bah écoute, je te laisse continuer. Très clair Ok, pour l'instant. ça marche. Du coup, voilà, tenez bon, c'est des slides qui passent bien, c'est simplifier vos devs et vos data et vos tests avec Docker. Euh, Du coup, mon profil à moi, je peux me présenter, je suis très tech, mais pas que, hein. Je suis un développeur data engineer, j'appelle ça en français un développeur back-end, quoi, anglais, développeur back-end spécialisé dans les systèmes distribués, où je jongle pas mal avec plusieurs technos différentes, dont Python, Scala, Java, je fais de l'SQL, j'utilise plusieurs bases de données selon les clients et les envies, et je lis beaucoup de documentation. Voilà, et je change beaucoup de contexte. Et mes problématiques de tous les jours, c'est de tester tous ces systèmes sur des versions différentes. C'est-à-dire qu'une version 3 est souvent différente d'une version 4. C'est pour ça qu'en général, ils changent la version. Et on peut avoir des surprises. Être autonome sur les services externes, faire des montées de version sereinement, automatiser mes builds, gérer des applications auxquelles je n'ai jamais touché, faire utiliser mes systèmes auprès des personnes qui n'ont jamais touché à mes systèmes. Et toutes ces problématiques-là, c'est beaucoup. Quoi, sans Docker, j'aurais vraiment du mal. Là, je ferai un peu d'auteur sur la vision. C'est juste que dans notre industrie numérique et tech, on a un gros problème, c'est que moi j'étais le premier à rigoler sur cette blague, c'est tester, c'est douter. Moi j'ai traduit en anglais partiellement. Et ça fait qu'en gros, nos systèmes sont peu fiables. C'est assez frustrant de travailler sur les systèmes tech en général. Et ça pèse pas mal de mettre Docker et des tests en place. Voilà tout ce que je veux dire. Et par ça, oh là. Et là, J'ai une petite slide sur Docker. C'est le créateur de Docker qui était des outsiders complets à la Silicon Valley. Voilà, ça a bien marché en gros leur projet. C'est pour ça que j'utilise moi. Et ça m'évite d'utiliser Docker. Ça m'évite de dire la fameuse phrase ça marche sur ma machine. Voilà, ça c'est un gros red flag que j'ai quand j'entends ça dans des équipes. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a des problèmes facilement, en fait, qu'on peut résoudre facilement avec Docker. Du coup, on arrête d'utiliser cette excuse-là. Ce que je faisais avant Docker,
J'utilisais pas Docker, quoi, j'utilise depuis quelques années maintenant, mais en 2014, je l'utilisais pas du tout. Je faisais ce genre de commandes super longues. Et surtout ça, je devais le refaire dès que la version de mon système changeait. Voilà, bien relou. Et quand j'accueillais des nouveaux développeurs, c'était un peu à peu près ça, quoi, mon point de vue. C'est-à-dire que maintenant, tu es sous Windows, il faut faire cette commande-là, et ça marchait pas au bout de 6 heures. Bref, c'était un peu l'horreur. Après, on verra le cas concret dans le README de Data for Good Kota Klima, mais du coup, juste pour avoir vraiment la philosophie de pourquoi Docker, et c'est voilà, avoir le même code applicatif en dev ou en production. C'est plus un outil de dev ou de data scientist que d'ops, mais après, ça peut se mélanger aussi à l'opérationnel, bien sûr. Et surtout, ça responsabilise les devs et les data scientists sur la production. Voilà, j'ai l'impression de parler d'un gros mot, quoi. Data scientist, c'est pour moi, des fois, on sent vraiment que c'est l'opposé de la production. Mais les data scientists qui font pas de production, pour moi, ils devraient mieux, comme je le disais à Paul, faire des petites marches en forêt parce que je trouve qu'ils servent un peu. Pourquoi ils servent pas trop à grand chose. Quoi, coder sans mettre en production, ça sert un peu à rien. Voilà, autant prendre des vacances. Et ça s'imbrique dans, peut-être un petit gros mot pour certains, mais dans l'agilité DevOps, c'est-à-dire voilà, créer des boucles de rétroaction pour l'amélioration continue. Très courte. Là, on plonge un peu plus dans les arcanes de Docker, avec un outil qui sert à simplifier, parce qu'en général, quand on utilise Docker, c'est pas pour un seul service, on utilise Docker Compose pour synchroniser différents services. Et en gros, ça ressemble à ça. Il y a deux lignes de commande à connaître. Docker Compose, le nom du fichier up pour créer, down pour supprimer. À droite, c'est à quoi ça ressemble un Docker Compose, le stack.yml. Ça ressemble à ça. C'est très, je trouve, c'est fait pour les humains. On a nos services au pluriel. Et après, on décrit nos services, on peut les nommer comme on veut. Là, c'est une DB que j'ai appelée DB, basée sur une image publique MariaDB, avec voilà, le numéro de version sur lequel il y a une faute, latest. Ça s'écrit pas comme ça, mais là, j'ai fait exprès de mettre une faute. Et on met nos variables d'environnement pour personnaliser nos services. Et ça rend... Avec cette commande, ça te permet de lancer une base de données rapidement. Compose, c'est surtout quand on a plusieurs services ensemble. Voilà, là, on retrouve notre DB principal basé sur MariaDB et aussi notre service Kafka basé sur une autre image publique. Et ça, c'est géré sur un registre Docker public qui s'appelle le Docker Hub. Et là-dessus, on peut faire des recherches et on trouve nos images favorites avec voilà, le nombre de stars ou de téléchargements qui permet de donner confiance quand on utilise une image publique. Compose, encore une fois, voilà, j'ai parlé de deux commandes, mais en fait, en vérité, j'en utilise 5 et ils sont basés sur les commandes Unix usuelles, c'est-à-dire Docker PS, Docker, bon, logs, ça n'existe pas trop, mais Docker logs, voilà, on comprend, c'est très français, très anglais, on comprend vite. Et la petite commande la plus compliquée, c'est celle-ci, c'est docker exec-ti, le nom de container et bash. Ça nous permet de connecter, comme si on se connectait à un SSH sur un des serveurs local, mais voilà, dans le vocabulaire Docker, on appelle ça des containers. Du coup, si c'est un mot nouveau pour vous, voilà, un container, c'est un serveur local que vous avez sur votre machine, qui est super pratique pour tester un peu quoi que ce soit. J'en ai parlé, Docker Compose, c'est un énorme plus pour l'accueil des nouveaux. Là, c'est une problématique de Data for Good, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de bénévoles qui travaillent le midi ou le soir. Et si on leur fait installer Go sur leur temps libre, en général, ils vont passer quoi? C'est mon cas. Je vais passer 1 heure ou plus à galérer et je vais toujours avoir le truc qui ne marche pas au bout d'1 heure. Je vais appeler au secours sur Slack. Ça va être frustrant pour tout le monde. Ça va perdre du temps pour tout le monde. Et en gros, avec Docker, là, c'est le README de Kota Klima. On arrive sur le README, on a le petit chapitre de Docker, et on dit installe Docker, et après, ça dépend de ce que tu veux lancer. Tu lances Docker Compose Up, ton service qui va gérer l'ingestion de données, ou lancer sinon Metabase, c'est le type BI, à une seule ligne de commande. Voilà. Et avec ça, tout le monde est content, et ça se lance avec surtout la vitesse, c'est très dépendant de votre réseau, voilà, plus qu'autre chose. Ou si vous avez la fibre en général, ça va très très vite. J'ai déjà entendu des gens qui me disent c'est super pour les juniors. Je suis totalement d'accord, mais je trouve que c'est super aussi pour les experts parce que personne aime. Je trouve le truc le plus frustrant dans le numérique, c'est d'installer. Et si on accélère un peu les choses avec un Docker Compose, c'est vraiment super pour tout le monde. Voilà, là c'est juste un peu des cas d'usage que j'ai déjà vu dans l'industrie pour des anciennes boîtes que j'ai eues. C'est Docker. En gros, si vous n'utilisez pas Docker, vous allez être feignant de tester des choses, c'est normal.
Et souvent, voilà, on détecte un gros bug en prod et je demande, ah, mais pourquoi t'as pas testé la bonne version de Kafka qu'on a en prod ou d'une base de données qu'on a en prod? Bah, c'est que c'est beaucoup plus facile de tester. On change l'IP dans le point Ange avec la prod et on teste et comme ça on est sûr qu'on a la bonne version. Du coup, ça donne quoi? En fait, ça donne quelques heures plus tard, on me demande, hey, salut Paul, comment on fait pour supprimer ces données? Voilà. Ouais, du coup, ça me fait perdre 3 jours de travail derrière. Tout ça parce que, en gros, on n'a pas fait un Docker Compose Up avec la bonne version qu'on a vu modifiée dans le Docker Compose Up, dans le Docker Compose.yaml. Ou sinon, ça crée de la frustration, c'est-à-dire c'est techno, vous pouvez mettre n'importe quel nom dedans, Kafka, Spark, Python, c'est de la merde. Tout ça parce que, en gros, ils ont eu du mal à gérer l'installation, voilà. Et c'est très dommage. Une autre plus-value quand on est familier avec Docker Compose, c'est on peut s'en servir dans l'intégration continue, c'est-à-dire dans la CI sur GitHub Action ou GitLab. La ligne 17, c'est par exemple, vraiment c'est dans le workflow GitHub. En gros, on dit avant chaque action de test de lancer le service Postgres à la version qui va bien, avec les mots de passe qui vont bien. Et ça permet en gros de faire des tests qu'on n'aurait jamais osé écrire. C'est vraiment des tests fonctionnels d'intégration au niveau. Pas au niveau, pas dans le sens qu'ils sont compliqués, mais dans le sens on peut tester de A à Z l'application en mettant une entrée, un dataset et en sortie, on s'assure qu'on va lire dans la base de données qu'on a bien le résultat en question. Et ça, moi, ça me donne de la confiance pour déployer en gros 6 fois par jour si besoin l'application, parce que j'ai vraiment des tests très, très poussés un peu partout. Voilà, ça c'est un autre exemple dans GitLab CI, dans la CI de GitLab. C'est-à-dire que ça marche ça va un peu partout. Et en quelques lignes, en 45 minutes, on gagne en sérénité sur toute la vie du projet. Et ça fait vraiment du bien. On a parlé de cas d'usage avec 2 services, mais ça peut monter jusqu'à N services. Et là, en général, quand on utilise un écosystème Kafka, on a plein de services qui communiquent ensemble. Et très facilement, dans Docker Compose, nos services, voilà, on les enchaîne et ça marche tout aussi bien. Et on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur avec 32 Go de RAM. Moi, le mien, il a 8 Go de RAM et ça marche très bien aussi. Les fronts qui n'utilisent pas Docker, je les plains beaucoup parce qu'on dépense souvent d'une API. Quand l'équipe back-end qui produit l'API est familier avec la production d'images Docker, elle produit l'image Docker de la version qu'on veut et nous, en tant que front, on peut changer très facilement d'image et c'est super pratique. Et là, attention, même les PO peuvent utiliser Docker. J'ai déjà fait installer Docker quand j'ai aidé un PO à installer Docker sur sa machine. C'était un Mac, ça allait assez vite. Et ensuite, on pouvait le faire tester localement la stack voilà, pour qu'il valide ou non. Et ensuite, le top, c'est bon, si on a un serveur distant sur lequel on peut pousser, évidemment, avec un staging ou une pré-prod, c'est top. Ça, il n'a pas besoin d'installer Docker, mais en tout cas, sachez que j'ai déjà réussi à faire utiliser Docker un PO. Du coup, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes un peu tech et Docker est vraiment à votre portée. On ne se lance pas tout seul sur un Docker Compose, un Dockerfile en général. On a des projets recettes où tout est déjà tout fait. Moi, je fais souvent des copier-coller. Soit voilà, sur GitHub, on a les projets, soit sur la documentation officielle, souvent il y a un onglet Docker et là, on part sur la solution. Là, ce que je vois de plus en plus, c'est sur des profils qui ont un peu moins d'expérience sur Docker, ils vont sur ChatGPT, ils copie-collent un Dockerfile qui est souvent une bouillie, et après ils s'étonnent que ça marche pas. Moi, je vous recommande, pour ChatGPT, souvent ça marche très bien, et je vous recommande souvent d'aller à la source de la documentation de votre techno pour avoir la vraie image Dockerfile. Et sinon, si vous voulez pas construire votre Dockerfile, en général, vous avez plein d'images publiques, comme j'en ai parlé sur le Docker Hub. Et là, par exemple, c'est Jupyter qui est dispo. Vous n'avez pas installé Docker Jupyter sur votre machine, mais vous utilisez l'image Docker de Jupyter et vous avez Jupyter dispo en localhost. Très pratique, très facile. Pour les cas un peu plus avancés, comme je disais, mais c'est pas beaucoup, pas intermédiaire, on va dire. De la même manière que Git, on peut construire des images Docker. Une fois qu'on les a construits en les taguant avec la bonne version, on les push sur un Docker registry, un registre Docker. Et ensuite, pour les faire utiliser, on fait un Docker pull. Voilà, c'est assez similaire à Git. Et ça, on les push ou on les pull d'un registre Docker ou un container registry. Ça, c'est un screenshot de l'hébergeur français Scaleway.
Voilà, tout ça pour vous dire que c'est une fois qu'on a gagné un peu en maturité sur Docker, on peut très vite publier et faire utiliser des images à nous. Et faire utiliser des images à nous, le top c'est que ça peut partir en production. Et là, en gros, c'est encore une fois l'hébergeur français Scaleway qui permet de. En gros, ils ont beaucoup d'hébergeurs ont maintenant des serverless qui dépendent des images Docker. Du coup, on crée un nouveau job, on définit le registre, on définit l'image qu'on veut utiliser, on définit notre version, et c'est parti, on définit la RAM, le CPU, et ça part en production. Voilà, de façon assez pratique. La conclusion que j'ai sur Docker et que j'ai envie, avec laquelle que j'ai envie que vous repartiez, c'est en gros c'est tellement rapide de monter une stack avec Docker que ça nous empêche d'être feignant pour l'accueil des nouveaux, mais aussi quand on teste des applications. Et ça sert à augmenter la qualité du projet, mais aussi la durée de vie du projet parce que c'est n'importe qui lance des projets tech, mais des projets tech qui durent 6, 2, 3, 4, 5 ans, il n'y a pas de secret, c'est qu'il y a des tests écrits en quantité, de l'automatisation, et le secret de tout ça, le socle pour moi c'est Docker. Passez-y du temps, une journée de formation et vous êtes presque aussi bon que la plupart des devs qui utilisent Docker. Du coup, allez-y, investissez un peu de temps là-dedans. Vous avez sur le Slack de Data for Good, je me ferai un plaisir. Je pense que Paul et les autres aussi, Ronan, se feront plaisir Ouais, dans la communication complètement. Docker. Et voilà, il n'y a pas d'excuse pour moi de ne pas utiliser Docker, surtout en 2024. Du coup, allez-y. Voilà. Je sais pas si tu veux marteler encore le message, Paul. Ouais, bah, en fait, nous, pour reprendre un peu le truc du point de vue Pôle Tech, cette année, on a mis à dispo un template Python, du coup, pour les bénévoles, pour partir d'une base. Et effectivement, on s'est pas mal posé la question de est-ce qu'on dockerise d'emblée ce truc-là. Pour la première année, on s'est dit que la marche était un peu haute parce que il y a des bénévoles qui sont pas du tout familiers avec Docker et que du coup, ça pouvait éventuellement leur faire un peu peur. Mais honnêtement, en voyant ta présentation et surtout en voyant la présentation de Kota Klima, donc tu vas peut-être me reparler un peu du README quand tu es Ouais, arrivé et du README maintenant. du concret, ouais. Moi, je suis de plus en plus convaincu qu'il nous faut une stack Docker d'emblée. Et pour tous les projets qui seraient intéressés, on peut aussi nous vous accompagner dans la dockerisation de votre application, de votre environnement dev, de votre environnement de prod. Ça, c'est des trucs qu'on peut faire. Ça peut être le sujet d'un Office Hours. N'hésitez pas à nous poser la question. On a le channel stack Poltech Request qui est vraiment fait pour ça, et on vous apportera de l'assistance évidemment. Trop bien. Parce que sans Docker, en gros, vous allez créer votre projet. Sûrement, vous utilisez Windows comme beaucoup de personnes. Et vous allez accueillir des nouveaux et des nouvelles. Et là, vous dire, ah, mais moi, je suis sous Mac. Là, vous allez ajouter cette partie-là. Moi, je vais arriver dessus. Je dis, ah, mais moi, j'utilise Ubuntu. Comment je fais pour lancer votre projet? Et en gros, vous allez perdre à chaque fois, ça, c'est 2 heures, 2 heures, 2 heures, 6 heures de travail. Et déjà, là, on parle d'un README où le setup de Ouais, l'environnement est de un documenté, et de deux, il est documenté plateforme par plateforme. ouais, C'est pas du tout la norme. ouais, Et totalement. Là, j'ai peut-être donné l'impression que je critiquais ce Redmi, mais c'est un Redmi super quali fait ouais, par Estelle, qui est une super data scientist, hein. Et quand j'ai repris en main le projet, ben ça, je valide. Du coup, c'était une super porte d'entrée pour moi pour attaquer. Et après, rapidement, quand j'ai pris un peu en main le projet, voilà, j'ai ajouté ce que je disais, installez-moi Docker, et c'est parti, quoi. En 3 ouais. minutes, vous avez tout qui est lancé avec la base de données, avec la BI, avec le mot de passe et le password déjà configuré. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment la grosse diff, et quand on est nouveau, ça fait trop du bien d'avoir ça, quoi. Et qu'on maîtrise Ouais. un pôle Docker. C'est-à-dire on a cliqué sur installer Docker et ça prend C'est un peu. ça, ouais. Ouais, c'est ça. On parle vraiment juste d'installer le truc sur votre ordi, et maintenant l'installation de Docker, elle est hyper facile sur toutes les plateformes. Donc, Ouais, c'est ce gros bouton sur Docker, sur Windows, quoi, Docker ouais, c'est Desktop. ça. C'est parti. Trop bien. Du coup, je pense que l'accueil des nouveaux et des nouvelles, c'est bien fait. Ouais. Pour la partie production, là, on est sur la page d'accueil de Scaleway. Euh, du coup, bon, voilà, petite pub pour Scaleway, ça marche plutôt bien. Ça nous permet de lancer une base de données managée. Ils font eux-mêmes eux-mêmes les montées de version, etc., les backups. Du coup, moi, ça m'enlève plein de boulot. C'est top. Et en Ouais, plus, et c'est notre partenaire aussi au Pôle Tech, donc toute l'infra qu'on vous livre, elle est sur Scaleway. Donc ce que tu vas montrer, c'est complètement possible de le répliquer pour n'importe quel projet, quoi. et ouais, on les remercie grandement parce qu'ils nous ont donné des réductions pour Quota Climat. Et c'est très apprécié.
Euh, pour revenir au serverless, pour revenir déjà au registre Docker, chacun des builds, dès qu'on pousse sur la branche principale, en gros, ça produit des images. Euh, voilà, que dire de plus? Ça crée des images avec des versions. C'est bien beau, mais il faut les déployer. C'est pour ça qu'on a un serverless sur le côté. Si on veut déployer une API qui tourne H24 ou du moins qui tourne en continu ou en front, là on a les containers, le service containers. On clique ici, on retrouve la fameuse application Metabase. On va dans l'onglet déploiement et là on lui dit on va pas utiliser le registre privé Scaleway, on va utiliser le registre public Docker Hub, sur lequel je précise, moi c'est un Metabase en version 48, voilà. Avec tel port, tu me donnes les ressources en question, je déploie, quelques minutes plus tard, j'ai mon service déployé à une adresse qui marche bien. Très pratique. Par contre, si dans le terme data, en général, on fait souvent tourner des cron. Des cron, c'est des batchs, des job batchs qui tournent à une fréquence quelconque. Et là, en gros, ils ont fait tous nos services, mais ça se trouve d'ici là. Ouais, il est en train de passer. Là, il est en bêta, mais il passe en général à availability aujourd'hui ou dans quelques jours. C'est la même chose, sauf que là, c'est vraiment des jobs qui tournent voilà, c'est avec une durée variable de quelques minutes à quelques heures. Moi, je m'en sers énormément pour le calcul des statistiques sur Quota Climat. Ça marche très très bien, tout ce que je peux dire dessus. Ouais, du coup là on voit deux façons de déployer les containers. Ça peut être soit un service HTTP qui va être a priori up tout le temps et qui va servir le trafic au client, soit voilà cette partie job pour faire du traitement. Du coup tu fais du traitement statistique avec ça, et donc c'est juste un container qui doit tourner jusqu'à ce qu'il ait fini sa tâche et après il s'arrête en fait. Et ce qui est très cool avec ces options serverless là, c'est que pour les bénévoles il n'y a aucune gestion sysadmin, en fait il y a vraiment aucune gestion de VM. On n'a même pas installé Docker. Voilà, on spécifie juste le container, la fréquence à laquelle on veut que ça tourne, et puis ça sera tout seul, quoi. C'est hyper accessible. Totalement, voilà, c'est droit au but. Et en plus, le coût, niveau coût, c'est-à-dire que là, on va payer seulement pour le dernier job 6 minutes d'utilisation. C'est ça. Parce que le cas que je vois souvent, c'est on a notre VM qui a 0% de CPU pendant 24 heures parce qu'on utilise 5 minutes par jour. Mm. Et c'est vraiment dommage niveau coût. Voilà, là, c'est quelques centimes fois. Du coup, c'est super bien, quoi. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec une petite démo de Metabase, l'outil de Carrément. BI? Ouais. Du coup, ouais, si tu peux nous rappeler ce que c'est et à quoi vous vous en servez, enfin, nous montrer les use cases. Du coup, ça, c'est une grosse problématique qu'on n'a pas seulement dans les projets bénévoles, mais dans les projets entreprises. La donnée, en général, elle est inaccessible, à moins que vous soyez data scientist, où c'est très dommage que le PO, que le dev, que le PDG n'ait pas accès à la donnée. Du coup, en quelques minutes, on déploie avec Scaleway un outil de BI, voilà, Superset ou Metabase, c'est pareil. On connecte à notre base de données relationnelle ou autre, même à un troupeau de données, si on veut. Là-dessus, voilà, c'est un tableau de bord un peu avancé qu'on a fait pour Quota Climat, qui est un peu voilà, qui est avancé, mais sinon, en gros, sur Metabase, en haut à droite, on a un bouton nouveau, soit on met de l'SQL brut. J'ai beaucoup d'expérience en SQL, mais je déteste faire mes commandes de tête. Du coup, j'ai plutôt utilisé la création de. En fait, ils ont un outil pour nous aider à écrire du SQL, voilà, qui est du coup Ouais. très abordable. On sélectionne 3 colonnes. Interactif et ouais. Moi, je veux juste le thème, le nom du média. Je peux mettre mes filtres. Je veux dire, moi, je veux que Arte. J'ajoute et je visualise. Ça prend quelques secondes, voilà, pour nous répondre. Là-dessus, ça, c'est les données brutes. Mais après, là-dessus, très vite fait, on peut commencer à faire des group by, des counts, quoi, des fonctions d'agrégation qui sont peut-être moins accessibles pour des personnes qui n'ont jamais fait du SQL. Et voilà, en quelques clics, j'ai mon rendu. Bon, là, j'ai cliqué un peu au hasard, du coup, je sais pas ce qu'il va faire. Du coup, je vais pas le laisser terminer. Mais en tout cas, après, si vous êtes frustré en disant, moi, je suis un expert SQL, en fait, ça va très. Moi, c'est ce que je fais en général. Je préconstruis ma requête. Ensuite, je vais sur visualiser. Voilà, j'avise en fonction de ce qu'il me dit. Et après, je la convertis en requête pure. Et à partir de là, je fais mes trucs un peu plus poussés.
Ouais. Du coup, ça donne de l'accès à la donnée dès le jour 1 à tout le monde et c'est super pratique. C'est ça, c'est super adapté au profil non technique et c'est aussi super adapté, je sais pas si tu peux nous montrer un tableau de bord, mais à prototyper justement qu'est-ce que vous voulez montrer, quel résultat vous voulez montrer. Là, en fait, dans ce que tu montres, tu n'as rien codé, tu lui donnes juste la question, donc la requête SQL, et après c'est lui qui s'occupe de faire la visualisation et de te rafraîchir tes dashboards, quoi. Et il y a tout plein de visualisations d'ISO, donc c'est vraiment un super outil, quoi. Très bien dit. On prototype, on fait des réunions, on valide, on avise et après on code le front. C'est ça. Pour faire un truc un peu plus sympa. Et d'ailleurs, même si vous avez la flemme, ça peut être exporté en iframe. Voilà, sur votre front. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai que ça peut être mis dans un et bon, là on l'a pas dit, mais on peut envoyer ça sur Slack ou par email si on veut, à la fréquence qu'on veut. Bref, c'est super pratique. Là, tous les jours, il est envoyé à 9h sur un channel Slack. Voilà, la fin de la démo de Metabase. Utilisez-le, posez vos questions sur le Slack ou sur bien sûr la vidéo YouTube. Est-ce que tu peux nous montrer, avant de nous montrer Sentry, comment tu gères le déploiement continu, l'intégration continue, et puis je sais que tu as un truc à nous montrer justement par rapport à Metabase via les GitHub Actions. Ah yes, merci, j'allais oublier. Moi, je vous invite grandement, si vous ne le faites pas encore, de prendre en main les workflows, l'intégration continue sur GitHub. Voilà, pour du coup, là, on a vu un peu différents morceaux du puzzle. Et en gros, ce qui unifie ça, c'est que chaque commit sur la branche main va construire, bien entendu, le repo, va faire un petit bump de version. Ok, on s'en fiche un peu. Là, du coup, je me permets de zoomer un poil. De toute façon, ça, c'est tout le projet open source. Vous pouvez taper Kota Climat sur Data for Good et vous retrouvez les workflows GitHub. On construit notre image, on la tag au bon numéro de version, on la pousse sur le registry Scaleway, et ensuite on met à jour notre job qui va bien, et on a fini. Ouais. De A à Z, le déploiement sur Kota Climat, c'est une quinzaine de lignes de code, du coup c'est assez abordable pour tous. Et surtout, c'est du code qui est, les GitHub Actions pour le coup, c'est du code qui est assez facilement réutilisable, c'est-à-dire que là, en fait, pour des gens qui vraiment déploient sur Scaleway, ils ont quasiment qu'à copier-coller les workflows que tu as déjà publiés sur Kota Climat et ce serait super rapide d'automatiser complètement le déploiement, en fait. Si vous voulez gagner un peu de coût infra, également, on a codé, c'est un grand mot. On a, en gros, tous les jours à 21h36. 36, c'est parce qu'il faut éviter les heures rondes sur les crons, parce qu'en général, si tout le monde lance son job à 21h00 ou à 21h30, du coup, voilà, ça permet d'équilibrer la charge sur leur service. Et en gros, en une seule ligne de commande, on met le service à 0, ça permet parce que la nuit, en général, on ne va pas sur Metabase. Ouais, parce que pour expliquer, en gros, quand tu vas dans les serverless, là, je sais pas si tu peux y retourner, tu vas spécifier un nombre de containers qui vont tourner et tu peux même spécifier un nombre de containers maximum et Scaleway va automatiquement adapter le nombre de containers à la charge qu'il est en train de recevoir, quoi. Donc c'est aussi super intéressant si vous avez une prévision d'un énorme pic de trafic, d'être sur ce type d'infrastructure parce que automatiquement vous allez dire c'est une minimum, 10 maximum. Et alors tu prenais l'exemple hier dans la session live, si vous passez sur M6, il va monter lui à 10 tout seul et redescendre ensuite, quoi. Voilà, là dans la config actuelle de scaling, la mise à l'échelle, on a une instance minimum si le CPU est à 0. Dès qu'on a franchi un peu, il va monter progressivement jusqu'à 10. Je pense que c'est 80 instances maximum. Ouais, ça vous êtes carbone bomb, vous faites la une du monde, boum. Là, à leur place, j'aurais monté un peu mon. On n'a pas fait ça, mais oui, ça aurait pu. Voilà, pour monter la charge, quoi. Je pense qu'on a fait le tour sur les workflows GitHub. Ouais. Et du coup là, en fait, on a une super vision de on a notre projet, comment on onboard les développeurs, ensuite comment on utilise Docker aussi pour passer en production et quels outils on peut mettre autour de tout ça pour faire de la BI, etc. Et du coup, la dernière brique, c'est une fois que mon application elle est en production, comment je fais pour la monitorer, pour avoir un retour de comment mon code se comporte en prod, quoi. Ouais. Dans l'industrie tech, il y a un gros problème souvent. Soit il n'y a pas de log et du coup on ne sait pas ce qui se passe, c'est une boîte noire. Soit il y a trop de logs
Et on les rate pas parce qu'on n'arrive pas à les lire à l'œil humain, quoi. Il va pas assez vite. Du moins pour moi, mon cerveau va pas assez vite. Et il faut absolument utiliser une plateforme comme Datadog, Sentry, New Relics, etc. Datadog, si vous envoyez un petit message à l'équipe commerciale, ils vous fourniront des accès gratuits du temps que votre projet est open source, bien sûr. Pour Kodak Climat, on est parti sur Sentry, mais on aurait très bien pu partir sur Datadog, hein. Voilà. La page d'accueil de Sentry, ça donne. On va y aller. Ouais, c'est celle-là en fait. En gros, dès que si vous avez des loggers sur votre application, bravo à vous. Après, il faut les configurer, c'est-à-dire qu'on a différents log level, quoi, console debug, console log, console warn, console error. Nous, on l'a configuré pour dès qu'il y a un console error qui arrive, un logging error qui arrive, ça va nous créer une issue sur Sentry et ça va nous avertir par mail et sur Slack. C'est-à-dire que moi, ma production, je sais si elle tombe ou pas. Je sais que mes crons dans la nuit, s'ils ont tourné ou pas. Et du coup, ça me donne une confiance absolue dans mon projet. En gros, je serai le deuxième averti si une erreur arrive en production, le premier étant bien sûr l'utilisateur qui utilise la plateforme. Voilà. Et en gros, si voilà, bah là, en fait, c'est vraiment l'erreur qui est arrivée hier à telle heure avec telle version 1.66. Voilà, je peux dire que pour moi, je la considère comme résolue ou pas, ou je peux dire, ben, je suis en train de la fixer, elle sera résolue dans la release qui suit. Si elle réarrive après, elle va me dire que c'est une régression. Voilà, c'est assez poussé. Ouais, c'est vraiment un super outil. Et là où vas-y, je te laisse parler, quoi. Si vous avez des crons qui tournent, s'il vous plaît, monitorez que vos crons tournent bien en quelques secondes. Voilà, je lui dis à 4h du matin, vérifie que mon job il tourne bien. Et lui, il me dit, il va m'avertir si mon cron n'a pas tourné. Parce que Scaleway aussi, ils peuvent avoir des soucis. Du coup, je préfère mettre un monitoring sur ça. Ouais. T'as à dire, Paul, un truc? Ouais, là où c'est presque magique, c'est que tu vas nous montrer la création d'un projet, mais l'implantation de cet outil-là dans le code, c'est quasiment la magie noire, en fait. De la magie noire, je n'oserais pas, mais en tout cas, si vous êtes nouveau sur Sentry, que vous avez votre pass gratuit, en tout cas, ils ont 15 jours gratuits, du coup, allez-y même pour tester ça. Vous créez votre projet, il couvre à peu près toutes les technos du monde. En général, si Data for Good, il y a Python, on sélectionne Python, on dit le type d'alerte qu'on veut. Moi, c'est dès qu'il y a un nouveau truc, j'ai envie d'une alerte. Sinon, si vous avez peur d'être spammé, vous pouvez mettre une limite. Vous écrivez vous créez votre projet. Vous dites le framework Python que vous utilisez, parce que lui, il va être assez intelligent après pour faire le paramétrage. On utilise une API Django. On y va. Et là, il me dit, ben voilà, pour lancer Sentry, tu me fais un pip install Sentry SDK. Tu mets ça dans ton main. Et après, pour tester la plateforme, exécute-moi ta plateforme avec un bug et tu vas vite voir que je vais le repérer. Voilà, du coup ça prend 30 minutes et ça donne une confiance absolue dans votre code. En vrai, c'est de la folie d'avoir voilà 6 lignes de code sur l'import du Sentry SDK. Le Sentry SDK, il va être capable d'outiller complètement l'ensemble de votre code, y compris des trucs où vous avez pas du tout pensé à mettre des métriques, à mettre des logs. Lui, il va être capable de trouver des métriques, de trouver des logs, et tu vas nous montrer juste après de faire ce qu'on appelle aussi du performance monitoring, donc avoir et du profiling, donc avoir des informations très très précises sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui est performant et qu'est-ce qui est pas performant dans votre code. Et ça, avec juste 5 lignes de code, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, dans l'industrie, on a des problèmes de log. En général, on ne sait pas quand notre service est tombé. Et la performance, alors là, c'est encore plus la bête noire des équipes tech. Mais en gros, en quelques secondes, voilà, on a configuré Sentry. Et là, c'est les fonctions de mon code que j'ai décidé de tracer. Quand même, j'ai mis un petit @trace devant la fonction. Il avait à me dire que en fait, ma fonction qui prend le plus de temps, c'est en général la fonction principale get and save API. Voilà, bref. Il prend 1 minute 45 et il va me dire, ben voilà, get 10 keywords duration. Elle est assez rapide, du coup, prends pas ça en compte, mais va plutôt, quoi, si je devais m'attaquer à une fonction à refactor, ce serait plutôt filter and tag by 10. Une fonction qui prend la moitié du temps 9 secondes, mais dans le pire des temps, en général, elle prend 17 secondes. Ouais. Voilà. Et à partir de là, moi j'ai mon code et je sais que. Et en plus, à chaque fois que je vais faire des commits de perf, je vais voir si ça a empiré la chose ou amélioré la chose. Ouais, exactement. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des 3 briques. Metabase pour voir la donnée, Sentry ou Datadog pour s'assurer que votre code tourne bien,
Scaleway pour déployer facilement des images Docker et les workflows GitHub sur GitHub Actions. Ouais, je te remercie beaucoup pour ta présentation, Paul. En tout cas, c'est super de voir un projet Data for Good qui a atteint ce niveau d'industrialisation logicielle, et voilà, et on voit que vous avez pensé à tout, que c'est un projet qui tourne en prod, c'est chouette. Et entre toi et moi, le niveau d'accès à cette qualité-là, entre guillemets, c'est pas la folie non plus. C'est ça, en plus la marche est pas si haute, c'est-à-dire que pour mettre tout ou partie de ce qu'on vient de voir en place, la marche est pas si haute, c'est quand même assez accessible. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez équiper vos projets sur des outils, un ou plusieurs des outils qu'on a vus, à nous faire un petit message dans Poltech Request, à parler avec le responsable Poltech qui est dans votre projet. C'est carrément des choses qui sont possibles, et nous on encourage en fait la montée en qualité du projet, et forcément mettre ces outils-là, ça va faire monter la qualité du projet, la qualité du code, la maintenabilité dans le temps. Et comme tu disais, un projet qui dure 6 mois, c'est facile. Un projet qui dure 6 ans, ça veut dire qu'il y a eu des méthodes d'industrialisation qui ont été mises en place, et du coup voilà, c'est hyper important. Trop bien. Bon, merci à toi, Paul. On va conclure là-dessus. Abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous.